et de production avec une diminution drastique de l'offre alimentaire sur le marché mondial. La pluviométrie défavorable en 2022 et le renchérissement des coûts des facteurs de production sur le marché international ont entraîné un ralentissement de la croissance économique du Sénégal, passant de 6,5% en 2021 à 4,2% en 2022. Parallèlement aussi, l'inflation a atteint 9,6% en 2022, frappant ainsi les ménages les plus vulnérables. Cette situation préjudiciable aux économies des pays en développement l'est particulièrement pour le Sénégal, importateur net de céréales et dont l'agriculture occupe plus de 55% de la population active. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, convaincu du rôle des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans notre développement économique et social, a donné des instructions au ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire en relation avec les autres ministères du secteur primaire pour élaborer une stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, une stratégie consensuelle, pragmatique et durable sous la supervision de M. le Premier ministre. C'était en octobre 2022. La démarche que nous avions adoptée dans l'élaboration de cette SAS consiste à accélérer la réduction des importations et assurer une autosuffisance sur les principaux produits alimentaires. Pour y arriver, les principaux leviers se présentent comme suit. La maîtrise totale de l'eau avec de nouveaux aménagements de l'ordre de 160 000 hectares. L'aménagement de 100 000 hectares dans les vallées et bas-fonds pour la riziculture pluviale. La mécanisation plus soutenue des exploitations agricoles et une disponibilité en semences certifiées. La valorisation des races locales bien adaptées, le renforcement de la santé animale et l'alimentation et le développement des infrastructures. La restauration des ressources halieutiques et des habitats et l'exploitation rationnelle de nos ressources halieutiques. Au terme du plan quinquennal, le Sénégal devrait atteindre les résultats suivants. Une autosuffisance pour les principaux produits importés, le riz, le maïs, l'oignon, la pomme de terre, la carotte, et une amélioration de la couverture des besoins en blé et huile végétale. Une hausse des exportations des produits céréaliers transformés et horticoles, une couverture de la demande en moutons de Tabaski de production locale et une autre amélioration de la consommation de viande, de lait et des œufs. Un niveau de consommation de poissons par habitant maintenu à 29 kg par personne. Le coût global de la stratégie est estimé à 5 000 milliards de francs CFA répartis comme suit. 3 930 pour l'agriculture, 300 pour l'élevage et 540 milliards pour la pêche, et dont les 2 419 milliards en investissement. Le financement sera assuré naturellement par l'État et ses partenaires, d'une part, et les producteurs, qu'ils soient individuels, coopératifs et privés, d'autre part. En dehors des ressources internes déjà mobilisées dans le budget, les premiers financements obtenus des partenaires résultent du sommet de Dakar 2, avec un accord ou un engagement de la BAD. Nos partenaires de la BAD sont certainement dans la salle, pour 1 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. L'État a une part importante et primordiale dans la mobilisation des ressources pour rendre plus attractif le secteur afin de maintenir des investisseurs actuels, mais aussi et surtout attirer de nouveaux investisseurs. Face aux besoins d'investissement importants dans un contexte d'espace budgétaire limité, le secteur agricole pourrait recourir à des financements innovants, tels que les PPP pour accompagner les acteurs du secteur et favoriser une meilleure implantation des projets PPP, une participation plus significative du privé national. Voilà, mesdames et messieurs, en guide d'introduction, le mot que je voulais mettre, espérant certainement qu'en sortant de la salle, j'aurai peut-être plus d'engagement ou de la part de partenaires privés ou de financiers qui sont là pour nous permettre de réaliser nos objectifs clairement fixés. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ce mot d'introduction. Vous avez fait référence à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire récemment déployée par le gouvernement du Sénégal. Stratégie justement pour faire face aux récentes crises alimentaires. Et cette stratégie devrait pour permettre de vraiment développer les filières d'exportation et diversifier la production alimentaire. Nous avons comme invité pour cette première édition du Invest in Sénégal Forum la Côte d'Ivoire. Alors, je vais me tourner vers vous, Madame Carole Versteeg. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire prend comme mesure pour inciter justement le secteur privé à développer les filières prioritaires pour aussi stimuler la souveraineté alimentaire qui est vraiment un peu le mot d'ordre de la plupart des pays africains depuis les récentes crises. Pouvez-vous nous parler justement des programmes et des mesures mises en œuvre pour développer justement ces filières-là? Merci Madame la modératrice. Je voudrais tout d'abord remercier encore une fois les organisateurs de nous avoir associés à cet important forum Invest in Côte d'Ivoire Invest in Sénégal justement, qui nous parle tellement nous sommes dans l'investissement et notamment dans l'investissement privé. Nous remercions chaleureusement l'agence sœur, l'APIX, qui est donc l'organisatrice de ce forum et bien sûr tout le gouvernement sénégalais. Pour répondre à votre question, Madame la modératrice, je voudrais commencer par un petit rappel. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'agriculture. On dit toujours en Côte d'Ivoire que le succès économique de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, le secteur agro-industriel, représente 25% du PIB national. Et quand vous regardez la contribution des exportations agro-industrielles, 59%. C'est dire l'impact de l'agriculture dans notre économie et c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Nous avons de l'agriculture dans les gènes. Aujourd'hui encore, c'est un plan national d'investissement agricole qui est mis en œuvre, qui est ce que nous appelons le PENIA 2. Nous avons eu le PENIA 1 qui s'élevait à hauteur de 2000 milliards, 2016-2020, avec un taux de réalisation de 70%. Et qui a eu des résultats qui nous ont fortement encouragés parce que nous avons eu une production agricole globale qui a augmenté de 10% et des revenus d'agriculteurs qui ont augmenté de 14%. Alors, sur cette lancée, le gouvernement a lancé le plan national d'investissement agricole qui est le PENIA 2, beaucoup plus ambitieux, à hauteur de 12 000 milliards. 12 000 milliards, c'est 8 000 milliards pour le secteur privé et 4 000 milliards pour le secteur public. Donc c'est une vision. Ce plan est tout simple, focus sur l'industrialisation et développement des agropoles. Voici les deux axes de ce plan. Alors, avec cela, on se dit, bon, comment est-ce qu'on va y aller? On va y aller avec d'abord une gouvernance dans le secteur encore plus renforcée. Notre gouvernance aujourd'hui est totalement décentralisée, surtout dans le secteur de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, c'est où? Ce n'est pas à Abidjan, c'est dans les régions. C'est renforcer les structures qui accompagnent les agriculteurs, renforcer les structures qui accompagnent l'agro-industrie. C'est développer des agropoles dans les régions. Donc voilà l'accent qui a été mis au niveau de la gouvernance. C'est créer des agences fortes, comme l'AFOR pour l'action, le foncier, c'est l'ANADER pour l'accompagnement, le conseil aux agriculteurs, c'est le FIRCA pour le fonds interprofessionnel de recherche et de financement, etc. Mais ce sont des agences qui sont à la portée des agriculteurs et pratiquement à leur portée. Ça, c'est important. L'agriculteur n'a plus besoin de faire 100 km pour venir parler ou pour recevoir un appui ou pour recevoir un conseil. Alors, une gouvernance qui est à ce niveau, avec les efforts du gouvernement, qui est quand même assez positive. Le deuxième point, c'est le développement des infrastructures. Vous savez, encore une fois, l'agriculture, ce n'est pas en ville, c'est dans les régions. Il faut faire sortir la production. Comment est-ce qu'il faut la faire sortir? C'est là où l'État intervient. Il faut développer des routes, construire. Et le premier PND nous a fait sortir 6 000 km de pistes au moins. Et
600 km de routes. Il fallait construire des routes. Il faut que la marchandise sorte de la région où elle est, parce que nous avons des taux de perte assez importants. Donc, le plus tôt possible, c'est par l'infrastructure. Le deuxième point, c'est le développement des marchés de gros. Il faut que ces produits puissent être commercialisés quelque part, des marchés de gros localisés dans différentes régions. Et le troisième point, c'est les zones industrielles. On parle d'agro-industrie, mais si vous avez un investisseur qui vient et qui n'a pas de zone industrielle dans la région de la production, alors là, on a un problème. Donc, le développement des zones industrielles, et tout cela, c'est du financement public que l'État fait l'effort de pouvoir réaliser. Donc, quand on a fini l'infrastructure, que nous poursuivons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons après un système d'incitation fiscale pour booster le secteur. Et les investissements dans le secteur agro-industrie chez nous est qualifié d'investissement prioritaire. C'est-à-dire que les incitations fiscales que vous allez avoir sont des incitations fortement, mais alors fortement compétitives. Tout simplement pourquoi? Vous ne pouvez pas être un pays qui, lui seul, produit 40% du volume du cacao et ne pas pouvoir l'industrialiser, ne pas pouvoir le transformer. Et c'est cette volonté claire que nous affichons. À l'horizon 2030, 100% de notre production de cacao, 2 200 000 tonnes, sera transformée en Côte d'Ivoire. Nous avons 1 million de production d'anacarde. Tout cela, grâce justement aux efforts du PENIA 1, il faut industrialiser ce produit. L'EVA, premier producteur africain. Le thon, en parlant d'agriculture, mais aussi d'halieutique. La Côte d'Ivoire est le deuxième port thonier au monde après le Japon. Mais il faut l'industrialiser. Donc nous ne pouvons pas avoir autant de richesses agricoles et ne pas l'industrialiser. C'est le défi que le gouvernement s'est lancé à l'horizon 2030 pour transformer au moins la première transformation avant l'exportation. Donc, véritablement, booster l'investissement en donnant toutes les exonérations, mais en créant aussi le cadre nécessaire. Donc voilà, Madame la modératrice, sans trop m'appesantir sur le sujet qui nous passionne, était effectivement en Côte d'Ivoire. Voilà un peu les mots que je peux dire sur les efforts du gouvernement pour l'agriculture. Je vous remercie beaucoup, Madame Versteeg. Merci. En effet, vous entendre parler, le sujet est très passionnant. Et je pense que ça donne vraiment à nous tous ici envie d'être agriculteurs ou alors vraiment être dans la filière. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui en effet permet aux pays frères, aux pays voisins de bénéficier des expériences des uns et des autres. Alors, l'élément clé quand même dans l'agriculture, vous avez parlé de production. Il est important quand on parle de production de parler d'intrants. Et nous avons donc Madame Sarr de l'OCP qui pourra nous dire justement quelles sont les nouvelles techniques, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui se présente dans le futur pour justement faciliter l'accès à ces intrants, de ces intrants-là aux agriculteurs. Madame Versteeg en effet a mentionné que là, en Afrique essentiellement on parle de petite agriculture. Quel est l'impact sur le petit agriculteur des coûts des intrants? Quelles sont les mesures mises en œuvre par le secteur privé? De quels avantages ou de quel soutien bénéficiez-vous du secteur public? Si vous pouvez nous en parler un peu de manière à permettre à l'audience ici de savoir un peu ce qui se passe. Merci beaucoup, Josiane. Alors, pour ceux qui ne savent pas, OCP Africa est une filiale du groupe OCP qui est leader dans la production et la commercialisation de phosphates et de ses produits dérivés, notamment les engrais phosphatés. Et comme vous l'avez dit, effectivement, l'engrais représente un des principaux intrants de l'agriculture. Et paradoxalement, en Afrique, la consommation de cet engrais est encore faible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a parlé tout à l'heure de crise au niveau mondial. Et la crise qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie a suscité beaucoup de
question sur la question des engrais et la production de ces engrais au niveau local. Ce qui se passe en Afrique, c'est que depuis des années, on importe ces engrais qui sont vitaux pour la production agricole, alors qu'on a des ressources au niveau local. Depuis 10 ans, en tout cas ce qui concerne l'OCP, il y a eu des efforts qui ont été faits justement pour dire pourquoi exporter la matière première, qui est le phosphate ou autre, dans les pays de l'Europe ou d'Amérique ou d'autre part, et puis après importer les produits finis pour la production agricole, plus cher. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces engrais-là étaient souvent plus chers quand on les importait au niveau local. Donc, ce que l'OCP a fait, c'est qu'on a commencé à produire donc du NPK, ces produits dérivés de la matière première, du phosphate, au niveau local, notamment au Maroc. Et de plus en plus dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, 12 pays en Afrique, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dont on vient de parler, le Ghana, le Nigeria, pour ne citer que cela. Alors, le principal challenge, on va dire, des agriculteurs, c'est qu'ils utilisent cet engrais sans savoir comment optimiser l'utilisation de cet engrais. On parle de changement climatique aujourd'hui avec la désertification de nos sols, la pauvreté de nos sols, puisqu'il faut savoir que lorsque l'on récolte, la culture exporte beaucoup de nutriments du sol, ce qui appauvrit les sols que nous cultivons. D'autre part, un pays comme le Sénégal, les engrais que nous sommes en train d'utiliser ont été mis en place ou ont été élaborés par la recherche depuis les années 1960. Depuis lors, donc, on parle de changement climatique, on parle d'approvisionnement des sols, et ces formules n'ont pas été revisitées. Donc, ce que l'OCP a fait depuis qu'on est implanté dans les pays de l'Afrique, c'est d'élaborer une cartographie donc, des sols pour comprendre quelle est la nature et l'état de fertilité des sols avant de pouvoir proposer de nouvelles formules d'engrais qui sont mieux adaptées aux cultures et aux sols. Cela pour augmenter les niveaux de rendement et donc la productivité agricole dans nos pays, notamment le Sénégal. Au Sénégal, il me semble qu'on a effectué une cartographie des sols sur 1 million d'hectares dans la vallée, sur le riz, et au niveau du centre sur l'arachide, sur 300 000 hectares au niveau de la région de Kaffrine, qui est la principale zone de l'arachide. D'autre part, donc, qui dit recherche, donc recherche et développement, dit également production. Comment produire ces nouvelles formules une fois qu'elles sont élaborées? On met en place des unités de blend, donc c'est des unités de mélange qui produisent les engrais customisés au niveau des zones de production. Comme l'a dit tout à l'heure notre invité de la Côte d'Ivoire, l'agriculture ne se fait pas à Dakar, elle se fait dans les régions. Donc il faut que les capacités de production soient également plus rapprochées des fermiers. Donc ces smart blenders, comme on les appelle, hein, ce sont de petites unités de mélange de 3,5 tonnes à l'heure qui produisent les formules customisées au niveau des régions de production. Et au bout de la chaîne, on ne met pas justement l'engrais à la disposition des fermiers et on s'en va. Il y a également un accompagnement de l'OCP à travers plusieurs projets de développement que nous sommes en train de mettre en place, notamment l'AgriBooster ou l'OCP School Lab. L'OCP School Lab qui est une caravane mobile que l'on fait à l'aide d'un laboratoire qui se déplace et qui sillonne les zones de production pour faire des analyses de sol avant de pouvoir recommander la formule d'engrais. Pour l'AgriBooster, on s'allie de beaucoup de partenaires, comme notamment les partenaires financiers, l'off-taker, qui est l'industriel, qui vient sécuriser le contrat d'achat de la production pour que le fermier puisse investir dans l'achat des intrants. Parce qu'il faut savoir que parfois on est confronté à des difficultés parce qu'on va dans les zones de production. Et lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi vous n'utilisez pas tel engrais ou pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a dans vos sols, le producteur, in fine, nous dit on n'a pas besoin d'augmenter nos rendements parce qu'à la fin de la production, nous ne savons pas si nous pourrons vendre cette
production à un industriel, ce qui pose énormément de challenges auxquels nous sommes en train de répondre avec l'approche de l'OCP. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Sarr. Alors, vous avez parlé justement de nouvelles formules d'engrais. Je pense qu'à l'audience ici, ça va certainement, tout le monde va se demander, alors, qu'est-ce qu'il en est du coût des intrants avec ces nouvelles formules? Il est clair que récemment, vraiment, la disponibilité et le coût des intrants, et particulièrement des engrais, est un défi majeur pour la production agricole. Et vous avez aussi parlé de productivité et de gestion et fertilité des sols. Je pense que ça, c'est la bonne transition pour me diriger vers vous, Monsieur Pigeon. Vous avez une entreprise qui se focalise essentiellement sur la productivité et les nouvelles techniques agricoles. Donc, j'ai une question simple pour vous. Donc, quel type d'agriculture favoriser pour assurer une productivité et une rentabilité sur le long terme? Bon, bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Merci à l'État sénégalais, Monsieur le ministre. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Bon, je suis canadien, je suis d'origine agricole, c'est essentiellement agricole. Ma famille, c'est une famille d'agriculteurs. Ah, ça va mieux, hein? Une famille d'agriculteurs. La société Pigeon qu'on a fondée, mes parents étaient agriculteurs, on cultive encore 400 hectares de terre dans la plaine du Saint-Laurent. Alors tout ça, je suis aussi éditeur de publications agricoles pendant 25 ans. Alors, mon équipe, on a décidé de mettre en place une structure d'accompagnement. Cette structure-là a 20 ans d'existence. On l'a développé au Québec pour faire le transfert de connaissances, optimiser toutes les nouvelles technologies, les appliquer dans un contexte réel d'utilisation. Alors, des ententes avec des institutions d'enseignement. On a publié, je pense, c'est 300 vidéos techniques, vraiment. Comment utiliser la technologie pour aller chercher de la profitabilité. Parce que l'alimentation dans le monde, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, elle est victime d'une économie de marché. On est dans un modèle économique. Alors, l'agriculture est sous spéculation. Alors, comment en arriver à être compétitif au Sénégal, être compétitif sur l'approvisionnement en maïs grain? Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est notre culture privilégiée chez nous, incluant aussi le soja. Mais comment faire pour être compétitif? Moi, j'ai un de mes amis dans le Corn Belt américain, l'Illinois, l'État de l'Illinois, l'État qui a vu naître Abraham Lincoln, la famille Scott. Bien, la famille Scott ont 2400 hectares. C'est une famille en culture. Bon, c'est une famille modèle. Ils ont des superbes de beaux sols, etc. Leur rendement moyen, il y a 3 ans, quand je les ai visités, était de 18 tonnes métriques à l'hectare. Moyen. Bon, je vous parle des meilleurs, là. Au Québec, l'an dernier, la campagne, on a eu une très belle saison. La moyenne provinciale pour toute la vallée du fleuve était de 14 tonnes métriques à l'hectare. Alors, c'est là que ça se passe. On va être compétitif. Le maïs de la famille Scott, il prend les navires, il descend le Mississippi, il prend le bateau, puis il s'en vient à Dakar. Il est compétitif. Essayez de compétitionner, parce que c'est ça, on parle de compétition. Il faut arriver avec des marchés. Sedima, il va acheter où? Il va acheter le maïs de qualité. Il va avoir un approvisionnement sécurisé et à un prix sur le niveau international. Alors, c'est là qu'on intervient. Nous, notre société, Station Agritechno, notre rôle premier, c'est de transférer la connaissance, d'accompagner les agriculteurs. Moi, ça fait 5 ans qu'on travaille ici à faire des études pour trouver un modèle d'agriculture qui va répondre aux attentes, mais où les agriculteurs et les agricultrices vont faire des profits. Il faut des profits. Je me suis permis d'apporter une petite fiole. Ça, c'est la semence de maïs.
Le potentiel, c'est-à-dire au moins 100 ans de recherche, de développement génétique pour cette semence-là. C'est la même chose avec le riz, avec d'autres types. Je retiens ma culture préférée, parce qu'on a cultivé des centaines d'hectares. Alors, c'est un potentiel de 35 tonnes métriques hectares. C'est le potentiel, OK, c'est en sous-serre, etc., mais le potentiel est là. Alors, c'est la même semence génétique, il y a des milliers de variétés. On a un bureau en Argentine. On travaille avec des sociétés semencières de l'Amérique du Sud où le climat est vraiment similaire à ce qu'on trouve ici, comme la vallée tout près de l'Amazonie. Ils ont des variétés tout à fait performantes. Il faut les utiliser, il faut aller chercher l'optimum pour dégager des bénéfices nets. Alors, on a développé un concept qui s'appelle le concept station. Ce concept-là nous permet de mettre en place des exploitations modernes où les agriculteurs, les agricultrices, via les communautés collectives et consorts, leur structure, de devenir actionnaires directement. Mais je vous dis, on parle d'agriculture moderne. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Il y a d'autres types de modèles d'agriculture qui font un travail extraordinaire. M. le ministre en a parlé tantôt. Mais nous, c'est notre modèle, notre business model. Alors, c'est de produire et puis de contribuer à éliminer les 350, 400 000 tonnes de maïs qui sont importés annuellement. On peut y contribuer sur une période relativement courte. Et puis, moi, je vous dis, puis, j'aime bien... j'étais éditeur, hein, alors j'aime bien voir... J'arrive avec ça. Ça, c'est le retour sur investissement de notre modèle d'affaires. On parle de 18 %. Et puis, je vous le dis, hein, mais ça prend beaucoup de discipline. C'est là qu'on intervient. La formation, c'est beaucoup. Mais c'est là que ça se passe. Ici, vous avez tous les avantages au Sénégal parce qu'il y a de l'eau, surtout dans la vallée du fleuve. Il y a des sols, vous avez le soleil. Hein, c'est un climat très régulier. C'est un avantage incroyable. Alors, on peut arriver avec un modèle d'agriculture dans un programme de rotation intégrée pour vraiment dynamiser les sols, garder les sols vivants, où on intègre d'une façon de facto pas permanente, mais en rotation, les cultures fourragères. Les cultures fourragères permettent de revitaliser les sols puis de garder un couvert végétal 12 mois par année sur ces sols-là avec des méthodes d'agriculture très avancées où la technologie est omniprésente, hein, à tous les niveaux. Alors, c'est de transformer, de contribuer, modestement de ma personne, de contribuer à accompagner les paysans et les paysannes qui s'échinent sous un soleil de 42 degrés Celsius à opérer des machines très modernes et faire des profits, qui deviennent des agriculteurs performants, des agriculteurs aussi qui vont payer de l'impôt à l'État. Ça, c'est notre objectif. Les investissements chez nous au Québec là, en agriculture sont incroyables. C'est énorme à chaque année. Des moissonneuses, je vais y aller en dollars US, mais des moissonneuses-batteuses à 700 000 € ou dollars US d'acquisition, ben, il y a des fermes qui en ont 4 chez nous. Et ça fonctionne. C'est peut-être pas le modèle idéal pour l'agriculture, mais c'est notre marché. On est dans une économie de marché et c'est là que ça se passe. Fait qu'on arrive avec ce modèle-là. Et puis, c'est bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. Puis, je vais être rejoignable ici à l'entrée. Merci beaucoup, M. Pigeon. On reviendra certainement dessus si on a un peu de temps tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a beaucoup de passion aussi dans ce débat-là. Alors, vous avez parlé de technologie et je voudrais vraiment me tourner vers vous maintenant, M. Anne-Rose. Vous avez un modèle assez intéressant qui consiste à... Alors, on entend tous dire que l'agriculture est peu financée, sous-financée ou pas financée du tout. Donc, vous avez un modèle qui en fait, connecte, si je peux employer ce mot-là, connecte les acteurs du secteur, les acteurs de la chaîne de valeur au secteur financier. Donc, si vous pouvez un peu nous parler
de votre stratégie, qui a un aspect technologique, mais qui est aussi un aspect financier. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le vif des discussions financières, parce que je pense que c'est ce qui intéresse notre audience ici. Merci. Je crois que Monsieur le ministre a introduit assez clairement le débat. Et vous, madame, vous l'avez repris de façon très claire s'agissant de la Côte d'Ivoire, même si les deux pays ne sont pas comparables. La situation de la Côte d'Ivoire d'un point de vue climatique. J'ai travaillé aussi en Côte d'Ivoire, et donc c'est évident qu'on n'a pas la même situation pluviométrique, et on n'a pas les mêmes avantages que la Côte d'Ivoire. Ici au Sénégal, on est obligé de profiter des saisons de culture, elles sont courtes, et on doit produire dans un laps de temps extrêmement court et efficacement. On le faisait dans le passé, hein. Ce n'est pas quelque chose qui nous est inconnu, mais il s'avère qu'on est aujourd'hui dans une situation, comme Monsieur le ministre l'a dit, où on importe la grande majorité de ce qu'on consomme. Et là, on a donc un marché d'importation qui est en compétition avec une capacité de production et de transformation locale. En fait, c'est ça le vrai problème. Qui finance nos importations? Ce sont nos banques. C'est bien le secteur privé qui soutient les importateurs de nos pays. Mais si vous demandez à ces mêmes banques d'aller financer les agriculteurs, elles ne peuvent pas le faire. Parce que un agriculteur, on considère... La fois dernière, j'étais avec un banquier, il me disait, mais Daniel, l'agriculteur ne sait pas ce que c'est qu'un débit et un crédit. Si je lui demande ses comptes financiers, son bilan financier à 3 ans, il ne pourra pas me le donner. Donc moi, je ne peux pas le financer parce que voilà, il y a des ratios financiers, il y a des règles qui sont édictées depuis d'ailleurs la crise financière, les grandes crises financières qu'on a connues dans les années 2000-2008. On ne peut pas financer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, on a un schéma aujourd'hui où les banques commerciales, je prends le cas du riz, Monsieur le ministre l'a évoqué, hein, l'année dernière, c'était 1 300 000 tonnes de riz importé. Ça a coûté 326 milliards de francs CFA au Sénégal. Donc, on a là on a une capacité qui est là, et on a travaillé aussi avec Monsieur le ministre sur ce sujet. Nous savons que pour une fraction de ces 326 milliards, on peut financer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Alors, comment on va le faire? Il faut financer 3 choses. Et c'est un peu venu dans toutes les conversations qu'on a eues jusqu'à présent. La première, nos agriculteurs ne sont pas financés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut mettre en place des mécanismes qui vont faciliter l'accès au financement, ce qu'on appelle le crédit de campagne. Et quand je dis le crédit de campagne, il doit venir à temps et il doit être dimensionné pour répondre exactement aux besoins du producteur, puisqu'il a besoin d'acheter des intrants, il a besoin d'avoir des semences de qualité, Monsieur Brunjon vient d'en parler, il a besoin de services, vous en avez parlé, des services de proximité. Donc tout ça, il faut que le crédit arrive à temps. Pour que la banque donne un crédit à un agriculteur, donc il faut mettre en place tous les outils qui permettent à la banque de connaître le crédit, de connaître son client. C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, ce que nous faisons. Le deuxième axe d'investissement, vous en avez aussi un petit peu parlé, madame, s'agissant de la Côte d'Ivoire, et monsieur le ministre aussi l'a évoqué, on ne peut pas continuer à produire dans des conditions suboptimales. C'est-à-dire qu'il faut moderniser notre production. Il faut des bonnes semences, il faut mécaniser. On ne mécanise pas. On a encore des agriculteurs qui grattent le sol. Ça fait des décennies que ça dure. Il faut investir dans la mécanisation et il faut que ces services de mécanisation soient disponibles aux agriculteurs. Et puis le troisième, si on augmente les superficies grâce au crédit à court terme, on augmente les rendements grâce à la modernisation de cette agriculture, évidemment, nos rendements vont augmenter, c'est ce que vous ciblez, et vous l'avez dit, il faut soutenir nos industries. Et ça, c'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être capable de vendre à nos banques une chaîne de valeur organisée. Il ne faut plus vendre le petit agriculteur comme un chaînon isolé, mais de montrer de manière très claire, et c'est ce que nous faisons. Voilà, vous avez un portefeuille d'agriculteurs, ils sont organisés, ils sont visibles pour vous, d'accord, ils n'ont pas de bilan, ils ne savent pas ce que c'est qu'un débit, un crédit, mais nous, on va vous apporter les éléments qui vont vous permettre de comprendre qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, où ils vivent, comment ils travaillent. Donc, évidemment, aujourd'hui au Sénégal, on fait ça, on a à peu près 32 000 hectares que nous sommes dans notre système, dont 5 000 sur la partie du riz d'ailleurs, financés. On a établi des mécanismes d'agriculture contractuelle pluriannuels, donc on a des contrats à 5-6 ans avec les industriels qui garantissent l'achat du produit de ces agriculteurs. On mappe en profil des agriculteurs en utilisant un certain nombre de technologies, le mobile, le web, l'imagerie satellitaire, l'intelligence artificielle, les objets connectés, on masse tout ça dans notre plateforme. Et une composante très importante, et madame en a parlé tout à l'heure, la présence proximale. Il faut être à proximité des acteurs. Et nous avons incarné ce dispositif de proximité
en mobilisant les jeunes dans les communautés rurales, les jeunes, les enfants, les agriculteurs. On les forme, on a une académie qui s'appelle Accélérante Académie, on les forme, on les équipe, on les coach pour qu'ils puissent aider leurs parents à suivre les bonnes pratiques qui vont leur permettre de produire correctement. Et puis la banque maintenant. Ça, c'est la chaîne de valeur agricole. Il faut organiser la chaîne de valeur financière pour que les deux chaînes, la chaîne de valeur agricole et la chaîne de valeur financière, puissent interagir. Il faut sécuriser les transactions. Il faut que le circuit de distribution du fournisseur de services soit sécurisé. Si le fournisseur d'intrants fournit des intrants, il faut qu'il puisse être payé. Il faut que l'industriel soit assuré que sa production arrive, parce qu'il doit faire tourner son usine. Le producteur doit s'assurer que son crédit arrive à temps. Toutes ces transactions, nous avons mis un système qui met toutes ces transactions, tout cet écosystème financier concentré dans la même banque. Donc la banque qui va soutenir le petit agriculteur, elle va se trouver avec un marché augmenté, qui est celui du fournisseur d'intrants, du fournisseur de semences, qui supporte l'agriculteur, de l'industriel qui achète ce produit. Et tout cet oxygène reste dans la banque. Et la plateforme qu'on a mis en place permet de structurer, d'orchestrer le fonctionnement de cette chaîne de valeur. IFC soutient, la Société financière d'investissement a décidé de soutenir ce programme dans le cadre son programme qui s'appelle Africa Accelerator Agricultural Program. On a mobilisé des financements auprès de banques comme la Bank of Africa. On travaille avec EcoBank. On commence à faire venir toutes ces banques. Elles commencent à voir à travers ce système-là comment aborder les agriculteurs. Et on pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour sortir de ce schéma où c'est beaucoup plus simple de financer un importateur pour la banque aujourd'hui et rendre attractif le financement de notre production. Merci beaucoup, Monsieur Anne-Rose. Vous avez en effet donc lancé le débat sur le financement. On a parlé de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire un peu plus tôt. Et à cet effet, le programme Compact vise à assurer le financement de cette stratégie nationale et surtout le développement des chaînes de valeur essentielles. Financement, financement, financement. C'est le mot qui revient tout le temps dans ce secteur. Alors, Jean Abbé de l'IFC, peut-être que vous pouvez nous parler des instruments qui sont mis en place par l'IFC et par les autres partenaires au développement d'ailleurs, pour en effet stimuler ce développement des chaînes de valeur agricoles et surtout de répondre aux attentes des agriculteurs et des petits agriculteurs. Bon, pas de change, la partie la plus difficile, j'ai l'impression. Alors, je vais commencer par un constat. Effectivement, le secteur agricole est le parent pauvre pour ce qui est des questions de financement. Si vous regardez en Afrique, le portefeuille de prêts des banques opérant en Afrique représente la partie de ce portefeuille dédié au secteur agricole et agroalimentaire est inférieure à la part du secteur dans le PIB des pays d'Afrique, typiquement. Donc ça montre bien qu'il y a un déficit de financement du secteur. Après, il y a des raisons intrinsèques pour ça. La première, c'est que le secteur est un secteur qui n'est pas très attractif intrinsèquement pour les investisseurs. C'est un secteur saisonnier et avec des effets de cycle très forts. Vous ne pouvez pas savoir si la saison sera bonne ou mauvaise. Vous ne pouvez pas prévoir s'il y aura de la surproduction dans une partie du monde qui va faire baisser le prix de votre production localement. Tout ça, ce sont des impondérables qu'il faut gérer. Après, en Afrique plus particulièrement, il y a des défis supplémentaires. Il y a de manière générale une faible capitalisation des exploitations agricoles. Il y a un déficit relatif de capacité humaine et organisationnelle, de compétences. Et puis, lié à tout ça, l'essentiel de la production agricole en Afrique, c'est encore une production qui se fonde sur la petite exploitation agricole. Et comme l'a dit Daniel, cette petite exploitation agricole, elle souffre pour accéder au financement. Bon, ça, c'est le constat.
Alors évidemment, la SFI pourrait se dire on s'arrête là, on ne peut pas financer le secteur. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on a décidé de faire. Au contraire, c'est notre mandat d'essayer de pousser, d'aider le secteur à accéder à plus de financement. Alors on a plusieurs façons de faire ça. La première, c'est un peu notre cœur de métier, c'est de financer des acteurs qu'on considère structurants pour le secteur. Alors il y a deux types d'acteurs, grosso modo, structurants. Les premiers, c'est tout ce qui est la transformation de produits agricoles. Cette transformation est essentielle parce que, pour développer l'écosystème local, parce qu'elle produit un appel d'air et des débouchés commerciaux pour les producteurs locaux. Non seulement elle produit cet appel d'air, mais ces acteurs structurants ont un besoin stratégique d'investir dans leur chaîne d'approvisionnement souvent. Et donc du coup, ils investissent dans des programmes d'accompagnement à l'agriculture locale. Donc ça, c'est un des types. Alors, vous avez tous entendu parler de Kiren, vous avez tous entendu parler de pâtissène, les bouillons cubes. Tout ça, sauce sugrain, la moutarde, tout ça, ce sont des clients de l'AFC. Ils répondent ils ont cet aspect-là d'être des acteurs qu'on considère structurants. Le deuxième type d'acteurs, ce sont les acteurs structurants dans la production agricole elle-même. Alors, il se passe des choses très intéressantes au Sénégal. Le Sénégal est en train de devenir une des destinations privilégiées de capitaux étrangers pour des secteurs, notamment dans l'horticulture. Il y a un phénomène, une tendance à long terme. L'horticulture, notamment pour les pays européens, a beaucoup été produite en Europe, et notamment paradoxalement en Europe du Nord, où il n'y a pas forcément le soleil qu'il faut. Et beaucoup d'acteurs se déplacent vers le sud. L'Afrique du Nord en a beaucoup profité et a développé notamment son agriculture en servant ses marchés européens. Mais pour des questions de diversification de fenêtres de production, de plus en plus cette production se délocalise ailleurs en Afrique. Et le Sénégal est un des pays qui est en train d'en profiter. Et on voit des acteurs importants investir dans le pays pour produire de façon à échelle des produits à destination de l'Europe, mais aussi de plus en plus pour le marché local. Et la production se développe très rapidement dans différents secteurs. Par exemple, l'oignon, le pays est de plus en plus autosuffisant en oignons. Pourquoi ces acteurs sont importants? C'est parce qu'ils ont les moyens d'investir dans les bonnes pratiques, dans la technologie, et ils permettent l'accompagnement, la dissémination de ces pratiques, ces nouvelles technologies, ces semences, ces intrants, qui profitent aux acteurs locaux plus petits. Après, l'AFC finance aussi indirectement les PME du secteur, notamment par des garanties aux banques locales destinées à financer les PME du secteur. Et puis finalement, je l'ai dit, l'agriculture en Afrique, c'est beaucoup une agriculture de petites exploitations agricoles qui n'ont pas accès au financement formel. Et là, on travaille notamment avec Accelerant, Daniel en a parlé, des acteurs novateurs qui essaient de lier par un soutien à la fois agronomique, une infrastructure physique et une infrastructure digitale, lier les petits agriculteurs au marché et au financement. Et ça, c'est quelque chose qui est une tendance assez nouvelle, qui est très prometteuse pour le continent et qui pourrait lui permettre d'accélérer son développement. Merci beaucoup. Merci Jean pour cette analyse. Merci beaucoup. Alors nous avons fait le tour, on a parlé des intrants, on a parlé de la chaîne de valeur, on a parlé du développement de la souveraineté alimentaire, du financement. Avec votre permission, Monsieur le Ministre, on parle d'investissement, on a parlé des partenaires qui aident, mais je sais qu'il y a aussi dans l'audience des partenaires qui aident énormément le Sénégal. Et je vois notamment la BAD, qui est très impliquée dans le secteur de l'agriculture. Donc, avec votre permission, je voudrais peut-être que Dr Somabo, que vous puissiez intervenir, nous dire un peu ce que la BAD
fait pour le Sénégal. Merci, Madame la modératrice, Monsieur le ministre et chers membres du panel. C'est un plaisir pour la Banque africaine de développement de s'associer ce matin à cette discussion. Et je voudrais, avant de commencer, insister sur la place importante qu'occupe le Sénégal dans le dispositif de la Banque pour nourrir l'Afrique. Je reviendrai là-dessus après. Parce que déjà en 2015, le Sénégal a servi donc de lieu de lancement de cette importante vision du président de la Banque africaine de développement qui va s'appeler après Nourrir l'Afrique, qui est un plan d'action de la Banque en vue de transformer l'agriculture, le secteur agricole en Afrique. Et cette stratégie, nous la mettons en place, en œuvre ici au Sénégal, sur toute la chaîne de valeur, depuis les semences jusqu'au marché. Et nous venons en aide, en fait nous venons en soutien au gouvernement. Ça, c'est l'État du Sénégal, un membre important de la Banque africaine de développement. Nous venons aux côtés du gouvernement qui, en tant que pays souverain, le Sénégal doit créer les conditions favorables aux interventions des uns des autres qui sont sur le panel. Alors nous avons actuellement au Sénégal environ 400 millions même de dollars pour différents projets qui couvrent donc tous les aspects de la chaîne de valeur. Et quand je parle de 400 millions de dollars, je n'inclus pas encore le milliard d'euros que nous avons donc que la banque a promis et qui sur les 5 prochaines années et pour lesquels nous attendons donc de l'État du Sénégal il y a les projets prioritaires à financer sur ces ressources du milliard de dollars d'euros plutôt que nous avons promis lors du sommet en janvier ici que nous avons appelé Dakar 2. Dakar 2 qui fait suite donc à la réunion de Dakar 1 en 2015 lorsque nous avons lancé donc cette stratégie Nourrir l'Afrique. Nous collaborons également dans ce cadre avec différents autres partenaires. Nous ne sommes pas seuls, bien entendu, dans cet exercice-là. Je vois sur le panel, je vois OCP, représentant du OCP. Nous sommes avec OCP sur des projets pour nous assurer que, oui, les intrants, on ne peut pas augmenter la production. Donc, nous sommes en amont et en aval. En amont, sur la qualité des productions. Et puis, en aval, pour transformer ces productions. Une fois que nous avons les bonnes semences, nous avons les engrais, nous avons la mécanisation et que nous avons la maîtrise de l'eau, tout ce que nous... Non, alors, il y aura forcément l'augmentation des productions. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un point important. Lorsque vous augmentez les productions et qu'à la fin de l'année, le paysan ne peut pas les écouler, l'année prochaine, ne lui demandez pas d'acheter des engrais, des semences de qualité. Je dis toujours que le paysan, il n'est peut-être pas allé à l'école, il n'a pas son PhD, mais il n'est pas bête. Lorsqu'il ne fait pas de recettes à l'issue de la campagne, l'année prochaine, il ne le fera pas. Donc, ce que nous faisons à la base, nous investissons dans la construction de ce que nous appelons les agropoles, qui sont un espace autour des zones de production potentiellement élevées. Nous sommes dans le sud, au centre. Et un troisième est en train d'être étudié pour financement à la fin de l'année, également ici au Sénégal. Ça fait 3 agropoles qui vont être des aménagements, donc où on a l'accès aux zones de production, non seulement l'accès, la mise à disposition donc, des terres aménagées, mais également l'eau, l'électricité, en tout cas tout ce dont le secteur privé a besoin pour s'installer, pour transformer ces productions que nous avons déjà aidé les producteurs à augmenter dans ces zones de production-là. Voilà, donc nous sommes sur toute la chaîne, nous augmentons les productions, la qualité de ces productions, mais une fois que ces productions sont augmentées, nous nous assurons qu'elles sont transformées pour ajouter de la valeur, une plus-value, pour aller au marché et pour profiter donc aux productions. L'objectif final étant d'avoir un secteur agricole qui est transformé dans une manière où ça devient un business.
Ce n'est plus le producteur qui est en haillon, qui n'a pas, comme il a dit M. Daniel, qui n'a pas de crédit ni de débit, qui n'a pas de bilan, mais plutôt qui est du business, qui attire la jeunesse. Le secteur agricole. Voilà très brièvement ce que nous faisons aux côtés du gouvernement du Sénégal, de l'État du Sénégal, qui est membre de la Banque africaine. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Dr Somado. Alors, peut-être avant de vous donner le mot de clôture, Monsieur le ministre, je voulais juste, je me permets, il est peut-être important, je ne sais pas si on a quelqu'un du CNCR dans la salle. C'était juste important de comprendre un peu la perspective du coordinateur. Donc, s'il n'est pas là, non, il n'est pas là. OK. Écoutez, Monsieur le ministre, je voulais juste voilà, qu'on ait un peu leur perspective, mais je vous passe le mot de la fin. Merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt les différentes interventions. Je pense que nous sommes tous d'accord que dans notre sous-région, s'il y a un pays de l'agriculture, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu également tout ce que ce pays a réalisé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui justifie que c'est un grand pays exportateur, aussi bien dans la sous-région que dans le monde. Je pense que beaucoup de questions ont été abordées. Notamment sur le financement. Vous savez, beaucoup d'argent rentre dans ce pays et certainement dans les autres pays. Mais moi, ce que j'ai constaté d'abord personnellement, c'est que de façon générale, il y a un problème d'optimisation de ces financements. Même l'État du Sénégal finance beaucoup de choses parce que subventionner, c'est financer. Tout simplement. Subventionner, c'est financer. C'est peut-être un financement que nous faisons chaque année. À titre d'illustration, cette année, nous allons mettre dans le programme agricole 100 milliards mis à la disposition des agriculteurs. Ça veut dire qu'ils auront de l'argent, qu'ils auraient dû emprunter, qu'ils ne sont pas obligés de rembourser. C'est ça, la subvention. Parce que là où 1 kilogramme de semences certifiées d'arachide doit coûter 600 francs sur le marché, l'État accompagne à hauteur de 350 francs, sans pour autant demander à la récolte un remboursement. C'est un financement. Et c'est ça que nous faisons. Mais la vérité, et je l'ai dit récemment dans une rencontre avec les banquiers, ils étaient mes anciens collègues parce que j'ai quand même eu un vécu de banquier. Et je leur ai dit, le modèle de financement de l'agriculteur, le modèle de financement que nous avons dans notre sous-région en tout cas, n'est pas adapté à l'agriculture. C'est ça la réalité. Parce que les banques appliquent un dispositif prudentiel qui est le même, quel que soit le type de financement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le banquier qui finance l'agriculture et le banquier qui finance l'immobilier, je prends juste ces deux cas pour montrer comment ces deux banquiers sont exposés peut-être à des risques différents, mais les conséquences des risques sont les mêmes. Et c'est le même dispositif prudentiel qui l'organise. Je vais être plus explicite. Vous savez, l'agriculture, on l'a dit tout à l'heure, à Abidjan, ça ne se fait pas dans la capitale. Au Sénégal aussi, bon, c'est vrai, si on prend Dakar, la région de Dakar, c'est 0,3% du territoire national. Il y a peut-être de l'agriculture, très important, mais l'essentiel se fait ailleurs. Ça se fait dans les agriculteurs font dans les terroirs. C'est pour l'essentiel des terrains du domaine national. Ils ne peuvent pas asseoir des garanties au niveau des financements qui sont censés solliciter. Les banquiers aiment bien, quand ils financent quelque part, c'est dire où est ma garantie. C'est valable même pour c'est ce qui demande
comment dirais-je, souveraineté, parce qu'il le demande. Le banquier qui est là, commercial, va demander généralement une hypothèque d'abord de premier rang. Les autres banquiers, quand ils viennent également ici, hein, même si c'est des eximes et tout ce qu'on veut, ils demandent également des garanties qui coûtent d'ailleurs aussi cher, bien qu'on ne l'aperçoive pas. Mais c'est des assurances également qui coûtent cher à l'État quand il emprunte. Mais je prends le cas spécifique d'un agriculteur qui vient, qui a peut-être de la terre à sa disposition, qui est censé aller dans une banque pour demander un crédit. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que vous avez une garantie? C'est la première question que tous les banquiers posent. Et cette garantie, quand ils en parlent, c'est un titre foncier en général. Vous se prenez au Sénégal, je pense qu'il n'y a même pas 6% du territoire qui est titré. Ça pose déjà un problème. Et je sais pourquoi ce banquier le demande. Ce banquier le demande parce qu'en retour, si vous ne payez pas, le dispositif prudentiel lui dit, si vous avez un crédit qui doit être payé et qu'il ne l'est pas, au bout d'un certain temps, vous le déclassez. Et quand vous le déclassez, vous le provisionnez à 100% la première année, s'il n'y a pas de garantie. S'il y a peut-être à la limite une hypothèque, on vous dit, vous pouvez le provisionner, disons, à hauteur de 25%. À l'époque, quand j'étais à la banque, c'était ça. Donc ça veut dire, c'est ça qui pousse les banquiers, Anne l'a dit tout à l'heure, à ne pas accompagner généralement les agriculteurs. Et c'est ça la réalité. Là, on parle de réalité des chiffres. Il a dit tout à l'heure, si vous prenez le cas du riz, le riz que nous importons est en compétition avec le riz. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit en compétition parce que si les Sénégalais, au départ, c'est vrai, il y avait beaucoup de réticence par rapport au riz local, mais je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas, préfèrent le riz local. Parce qu'ils considèrent que c'est du riz produit cette année. Sans nous garder dans des cales de bateaux pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on le préfère. En tout cas, on mange beaucoup de riz. D'ailleurs, et puis souvent, les Niobènes digèrent facilement le riz sénégalais hein, qui a été produit cette année, parce que c'est bien. Donc, les banques commerciales financent le riz qu'on importe. 326 milliards, il a dit. On prend uniquement le riz. Vous prenez également le maïs. Vous prenez ces cas. C'est des cas spécifiques. Hein. L'année dernière, c'est 400 000 tonnes de maïs pratiquement importées. Vous avez une idée donc du chiffre. Le riz, on parle de 326 milliards. Mais c'est les banques qui le financent. Mais j'ai dit, si on prenait une toute petite partie de ces financements réservés à la production, on allait peut-être produire l'année qui vient pour éviter d'en importer. Et c'est ça la réalité. Et les investissements dans la production, c'est des investissements lourds aujourd'hui, que seul l'État, dans les conditions actuelles, parce que plus solvable, finance. Vous prenez un producteur de riz dans la zone de la vallée pour lui permettre d'accéder à 1 hectare de terre aménagée, il a besoin d'au moins 10 millions de francs CFA. 1 hectare de terre. Pour l'aménager, il faut 10 millions de francs CFA. Vous comprenez très bien que si c'est uniquement un producteur, comme ceux qui l'accompagnent, il ne peut pas le faire. Lui, ceux qui l'accompagnent en général, ils ont peut-être même déjà accès à une terre déjà aménagée. Ça veut dire que le premier investissement, on n'en parle même pas, alors que c'est l'investissement de base. C'est des exemples qu'on peut multiplier à foison. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on repense le financement. Qu'on repense le financement de l'agriculture, qu'on fasse de sorte que le dispositif prudentiel, en tout cas des banques dans notre région, je ne parle pas moi du financement qui vient de l'extérieur, je considère que les banques doivent pouvoir financer le secteur local. 326 milliards, si vous y prenez une toute petite portion, vous pourrez financer progressivement ce que nous produisons, parce que les gens ne peuvent pas accéder au financement. Des efforts importants sont en train d'être faits, comme elle le dit, au niveau de l'OCP. Là aussi, je pense que la recherche a permis aujourd'hui qu'on puisse avancer. Et c'est la première question que je me suis posée, que j'ai posée d'ailleurs à nos industriels. Mais j'ai dit, mais depuis longtemps, je pense que nous tous, là, ce que nous mangeons, mais a évolué. Nous tous, ce que nous mangeons, ça a évolué. Mais pourquoi ce que la plante mange n'évolue jamais?
tout simplement, ces formules dont elle parle, mais c'est des formules passe-partout pour tous les types de sols. Et on ne se pose pas la question. Depuis Mathusalem, comme on le dit, pour l'engrais d'arachide, on parle de 6,20. Point barre, ça n'a jamais évolué. Que ce soit de la terre du Djolof là ou de Sédhiou, qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Aujourd'hui, c'est la même formule qu'on doit utiliser. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse adapter, comme il le dit, nos fertilisants à nos sols. Et également qu'on puisse l'adapter à l'évolution des plantes, parce que maintenant les plantes ont beaucoup évolué. Il y a certes des formules qui sont là, mais je prends juste des cas concrets sur lesquels l'OCP est en train de faire quand même du bon travail aujourd'hui pour pouvoir permettre ce type de sol qui est là. Il faut peut-être le nourrir avec une formule qui est plus adaptée. Parce que tout simplement, au préalable, on a cartographié pour savoir qu'est-ce qui manque à ce sol. Voilà un peu. Nous avons quand même beaucoup de challenges, il faut le dire. Il y a peut-être beaucoup de problèmes qu'il faut peut-être essayer de régler progressivement, mais je pense que la question fondamentale de l'accès au financement, c'est un point important. Et quand on parle de financement, on pense peut-être certes aux petits agriculteurs, mais même aujourd'hui, les financements structurants. Parce que j'ai dit dans mes chiffres, il faut 160 000 hectares d'aménagement. 160 000 hectares d'aménagement, vous multipliez par 10 millions d'hectares, vous vous rendez compte. Tout simplement. 160 000 hectares, vous multipliez par 10 millions. Je pense que c'est 1600 milliards de francs CFA. 1600 milliards de francs CFA, c'est important. Si aujourd'hui l'État devait le prendre également, vous savez ce que ça va faire sur la dette. Voilà en gros, donc le financement se pose sur toute la chaîne. Et nous avons peut-être beaucoup d'expérience à prendre également de l'ensemble de nos partenaires, mais je pense qu'il faut de plus en plus pour ces partenaires voir comment le privé peut s'impliquer. Et nous avons, comme Jean, je pense que c'est lui qui l'a dit, de plus en plus au Sénégal, une production destinée à l'export. On ne s'en rend pas compte, mais de plus en plus. Pendant longtemps d'ailleurs, on a dit les oignons que nous produisons, souvent on a des problèmes d'écoulement. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que beaucoup de Sénégalais produisent de l'oignon de qualité qu'ils envoient où? Dans l'Europe du Nord. Alors que c'était l'Europe du Nord qui, pour l'essentiel, nous donnait de l'oignon. Donc aujourd'hui, les gens produisent pour la Hollande, pour d'autres pays. Parce que nous avons beaucoup d'opportunités que ces pays n'ont pas. Parce qu'ils ont peut-être, pour certains produits, une seule fenêtre de tir et nous en avons peut-être, nous, la possibilité pratiquement de produire pendant toute l'année. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Nous avons quand même beaucoup de challenges tout en remerciant tous les partenaires qui quand même nous aident beaucoup dans le financement de l'agriculture. Mais je pense qu'il y a un maillon intermédiaire qui doit aujourd'hui faire d'autres efforts pour accompagner les agriculteurs. Et là, c'est le secteur bancaire local. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce mot de la fin. Je voudrais remercier nos panélistes. Merci pour ces échanges enrichissants. Et nous en avons retenu quelques thèmes. Adapter notre agriculture aux nouvelles technologies. On a parlé du besoin d'agropole pour pouvoir bénéficier d'économies d'échelle. Et surtout, repenser le financement de l'agriculture. Merci à vous, à l'audience, et merci encore à vous, panélistes.
kii ban sàng nekk bu ñëw de 200 ban ñu woo ma jël ban bi mooy def islim dama teg ko may woo Est-ce qu'on a